championnat du monde se jouera entre lui et Alain Prost, arrivé second. Arnoux est le grand perdant de cette journée. Élection sénatoriale aujourd'hui en France, le tiers du Sénat a été renouvelé, c'est la page spéciale de ce journal. Au Liban, le cessez-le-feu est maintenant officiel, tandis que les Américains renforcent leur position à Beyrouth. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous avez suivi Stade 2, vous le savez sans doute déjà, Bernard Hinault reste en France. L'Italie, c'est fini. Le champion cycliste français a trouvé comme partenaire un grand industriel français dont le nom n'avait pas été avancé jusqu'à présent. Il s'agit de Bernard Tapie. Monsieur Tapie est très connu du monde industriel. Il est en quelque sorte le spécialiste du sauvetage des entreprises en difficulté. Il a entre autres failli reprendre Manu France et récupérer le bateau d'Alain Colas. Tout de suite, nous écoutons Bernard Hinault au micro de Robert Chapat. Je peux annoncer cette bonne nouvelle, c'est que quand même je vais rester en France et que la personne avec laquelle on s'est très bien entendu et je pense qu'on travaillera très très bien, c'est monsieur Bernard Tapie, que je dois remercier ce soir au nom de personnel pour m'avoir pris confiance en moi, parce que suite à mon petit accident, si on veut, de mon genou, quand même cru en moi, et aussi le remercier tout au nom de mes équipiers qui ont su eux et qui certainement ne le savent pas ce soir. Ah oui, mais écoutez, maintenant seulement, voilà, qui sont dans le groupe avec moi et pour courir pour les couleurs de Bernard Tapie. Voilà donc Bernard Hinault qui reste maintenant en France. Les élections sénatoriales, c'est le deuxième grand titre de ce journal. 46 000 grands électeurs votaient aujourd'hui pour renouveler 98 fauteuils de sénateurs, c'est-à-dire le tiers de la Haute Assemblée. Cette élection ne concerne qu'un département sur 3, puisque le Sénat est renouvelé par tiers tous les 3 ans. Je vous demande un instant, je crois qu'on m'appelle. Oui. Bien, nous avons donc Bernard Hinault en duplex. Bernard Hinault. Est-ce que Bernard Hinault m'entend? Mais bien sûr. Bien, Bernard, donc c'est une très bonne nouvelle. Bonsoir. Comment êtes-vous arrivé donc à vous mettre d'accord avec Monsieur Tapie? Ben, je crois que c'est surtout la confiance qui règne entre les deux et le plaisir en plus, je crois, de travailler ensemble. C'est-à-dire lui, une personne dynamique, et moi, un coureur cycliste qui a envie d'évoluer et de changer un petit peu l'image de coureur cycliste. On avait parlé de Merlin, on avait parlé d'Auchan. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces sociétés? Bon, je crois que c'est pas maintenant qu'il faut l'évoquer, et je crois qu'il faut rester sur la joie que j'ai d'avoir trouvé un sponsor qui a envie de travailler avec moi. Et je pense que dans la conférence de presse qui sera donnée mardi, eh ben, je pourrai en donner beaucoup plus et dire exactement comment ça s'est passé. Et votre équipe? Ben, mon équipe doit être très contente et remercie M. Bernard Tapie d'avoir fait confiance à toute cette équipe-là. Est-ce que ça va beaucoup changer quelque chose pour vous personnellement de rester en France? Je crois que pour le public français, c'est quelque chose de très important parce que je crois qu'il y a quand même pas mal d'athlètes qui sont partis à l'étranger et que ça va changer quelque chose parce que ça va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire le Tour de France et avoir une confrontation avec les coureurs de haut niveau qui viennent au Tour de France. Dans quelle forme êtes-vous aujourd'hui, Bernard Hinault? Je crois que je suis dans une forme relativement faible actuellement parce que j'ai recommencé à refaire du vélo il y a 3 semaines et maintenant... Ben, je progresse tous les jours et j'espère pouvoir récompenser la compétition dans 3 semaines. Bien, Bernard Hinault, merci et bravo. C'est bien que vous restiez en France. Je crois que les téléspectateurs en seront très satisfaits. Merci. Bien, l'élection d'aujourd'hui, donc au Sénat, une élection qui ne devrait pas avoir de conséquences politiques immédiates, mais qui apparaît néanmoins comme un test national, ne serait-ce qu'en raison de la présence de très nombreuses personnalités. Nous voyons tout de suite les premières tendances qui se dégagent du scrutin avec Albert Duroy qui est en direct au Palais du Luxembourg, donc pour cette élection sénatoriale. Voici, Bernard, tombé il y a quelques instants les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Je précise, c'est celle du ministère de l'Intérieur parce que parfois les comptes ici au Sénat sont un peu compliqués et on y reviendra tout à l'heure. D'après le ministère de l'Intérieur, le Parti communiste garderait le même nombre de sièges de sénateurs, le Parti socialiste en gagnerait 3, le mouvement des radicaux de gauche conserverait le même nombre, l'UDF en gagnerait 8, le RPR également 8, et les divers droites en perdraient 5. Vous constaterez que les gains sont plus importants que les pertes. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 11 sièges supplémentaires à pourvoir aujourd'hui. Le Sénat, c'est une élection au second degré et il faut une lecture des résultats également au second degré. Parce que derrière ces chiffres de progression ou de régression, on note quand même des mouvements intéressants. En ce qui concerne le Parti socialiste, même s'il gagne des sièges, c'est surtout à cause de la présence de ces sièges supplémentaires. Cela n'empêche pas le Parti socialiste de connaître
quelques échecs. Le plus retentissant, le dernier qui nous a été communiqué, est celui de l'Isère, le fief de M. Louis Mermaz, où la gauche, Parti communiste et Parti socialiste, enregistrent un recul. Il y a d'autres reculs ailleurs, nous les verrons dans quelques instants. D'autre part, dans l'opposition, on peut s'attendre à quelques discussions autour des chiffres du ministère de l'Intérieur, dans la mesure où le RPR estime avoir gagné le maximum de sièges par rapport aux autres partis de la majorité. Exemple aussi de cette lecture au second degré, les résultats dans le Lot-et-Garonne que vous allez voir apparaître sur votre écran. Dans le Lot-et-Garonne, il y a ce soir 2 élus de la gauche démocratique, que nous avons étiqueté gauche démocratique. Donc apparemment pas de changement. Pourtant, ce résultat cache un vrai changement, car dans les sortants, il y avait le sénateur Henri Caillavet, de l'opposition radicale, de la majorité, radicale de gauche, qui a été remplacé par un ancien ministre giscardien, Jean-François Poncet, qui s'inscrira lui aussi au groupe de la gauche démocratique, mais qui lui est nettement dans l'opposition. Donc ici, rien n'est simple. Alors d'abord, Daniel Brem, voyons un peu les personnalités élues et battues. Eh bien, les 2 ministres candidats ont été élus. Loire-Atlantique, François Autain, secrétaire d'État à la Défense, gagne un siège au PS. Puy-de-Dôme, surprise, élu mais au 2e tour seulement, Roger Quillot, socialiste, ministre de l'Urbanisme et du Logement, également Michel Charasse, socialiste, sénateur sortant, conseiller de l'Élysée. Dans le Morbihan, Christian Bonnet, UDF, PR, ancien ministre, quitte l'Assemblée pour le Sénat. Dans le Nord, Maurice Schumann, ancien ministre RPR, réélu. André Diligent, UDF-CDS, retrouve le Sénat après une éclipse. Pas-de-Calais, André Delélis, ancien ministre, ancien député, vient au Sénat. Dans le Lot, Maurice Faure, gauche démocratique, majorité présidentielle, a été élu au 1er tour. Au 2e tour, c'est un socialiste, Marcel Coste. Dans la Loire, Lucien Neuwirth, RPR, ancien ministre, député, élu au 1er tour. Michel Durafour, lui, a été élu au 2e tour. Dans les Hautes-Pyrénées, François Abadie, radical de gauche, élu au 2e tour au siège de René Bière, qui avait décidé de prendre sa retraite. Alors, conséquence de ces élections, 2 législatives partielles dans le Lot et le Morbihan avant 3 mois, un remaniement probable sur le plan ministériel et l'entrée au Sénat de ténors un peu musclés. Alors maintenant, avec Jean-Louis de Seine, nous allons revenir sur les grandes tendances politiques de ce scrutin. Le premier enseignement à tirer de ce scrutin, c'est la victoire sensible de l'opposition nationale. Un seul exemple, la région Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord, la terre de Pierre Mauroy, le Premier ministre, l'élection avait lieu à la proportionnelle. 11 sièges étaient à pourvoir, 2 de plus qu'en 1974. La liste d'union de l'opposition remporte 6 sièges, elle en détenait déjà 4. La liste socialiste garde ses 3 élus, la liste communiste 2 élus. On peut constater, en regardant les chiffres de plus près, que la gauche aurait pu gagner un siège supplémentaire si elle avait fait liste commune dans le Nord. Même chose dans le Pas-de-Calais, 7 sièges à pourvoir, un supplémentaire, 3 socialistes et un communiste sortant, ainsi que 2 oppositions sortant, un RPR et un UDF. Eh bien, le PS retrouve ses 3 sièges, le PC son élu, mais le siège supplémentaire va à l'UDF. Le recul de la majorité nationale est d'autant plus net que les grands électeurs, le corps électoral qui a voté aujourd'hui, a pratiquement la même composition qu'en 1974 lorsqu'on votait pour le renouvellement de la même tranche. Progression de la droite au détriment de la gauche naturellement, mais avec les 11 sièges supplémentaires créés pour cette élection, il est à prévoir que personne ne s'estimera battu. Preuve supplémentaire de l'érosion de la majorité, le Puy-de-Dôme, où l'on s'attendait à l'élection des candidats de gauche dès le 1er tour, il leur aura fallu attendre le second, y compris pour le ministre Roger Quillot. Situation identique dans la Nièvre, le département de François Mitterrand, un élu socialiste au 1er tour et de justesse, l'autre sénateur socialiste a dû attendre le 2e. Progression de la droite donc, plutôt favorable au RPR, et baisse de la gauche, légèrement défavorable au Parti socialiste, et même si cette baisse est compensée par des gains de sièges nouvellement créés. Deuxième enseignement de ces élections, à droite comme à gauche, l'union a payé. L'union a payé lorsque l'opposition nationale faisait liste commune. C'est le cas dans le Loiret, où le siège supplémentaire a été pris dès le 1er tour par le RPR, les 2 sénateurs sortants UDF reprenant leur siège. Mais l'union a également payé à gauche. L'exemple le plus flagrant, c'est la Moselle. Là, il y avait 5 sièges à pourvoir, 4 plus un nouveau. L'opposition
Avec 4 sièges, elle n'en récupère que 3. Les 2 autres passent l'un au PS, l'autre au PC, qui faisait aujourd'hui front commun. Voilà Bernard. Bien, alors nous reviendrons en détail sur tous ces résultats dans notre édition spéciale qui débute ce soir à 21h40, mais à la lumière de ces premières informations, on peut peut-être déjà faire une toute première analyse. Albert Duroy. Oui, ce qu'on peut ajouter simplement pour l'instant, c'est 2 premières explications à ces résultats. La première, c'est que quand on regarde de près les résultats au niveau de chaque département, on s'aperçoit que les notables ou les représentants des notables qui élisent des sénateurs se sont en quelque sorte radicalisés. Il était très fréquent que des personnalités locales qui avaient des étiquettes politiques un peu floues recueillaient des suffrages de sympathisants de la gauche ou de la droite. Il semble cette fois-ci que dans de très nombreux cas, chacun ait voté beaucoup plus clairement sur des critères politiques. La deuxième explication qui circule ici beaucoup au Sénat, c'est que beaucoup d'élus locaux ont voulu manifester leur inquiétude devant certaines conséquences de la régionalisation. Beaucoup de maires notamment regrettant que les pouvoirs en plus qu'ils ont acquis ne s'accompagnent pas de recettes financières en plus pour pouvoir y faire face. Voilà 2 premières explications que l'on pouvait donner jusqu'à présent. Les détails de cette élection vous seront donnés à partir de 21h40 dans une édition spéciale animée par Claude Sérillon et toute l'équipe du service politique d'Antenne 2. Claude Sérillon qui est en direct avec nous et qui peut déjà nous donner le menu de cette soirée. Je ne sais pas si Claude Sérillon est avec nous. Pardon. Je vous en prie. Claude Sérillon. Apparemment, Claude Sérillon ne m'entend pas, donc rendez-vous à 21h40 donc pour une soirée spéciale élection sénatoriale. Au Liban, c'est maintenant officiel, le cessez-le-feu est entré en vigueur depuis 18h30 heure de Paris. Voici maintenant 48 heures que l'on attendait l'annonce de la fin des combats au terme d'une série de négociations extrêmement complexes, puisque 3 délégations différentes cherchaient une issue diplomatique au conflit libanais. Alors, Georges Bortoli, je pense qu'il est peut-être temps de faire un point sur cette opération Liban. Un point prudent, si vous le permettez, parce que, hélas, combien de cessez-le-feu ont été annoncés en d'autres temps au Liban et ils n'ont vécu, hélas, que ce que vivent les roses. Celui-ci, c'est différent, étant donné son caractère résolument international, étant donné surtout la pression formidable, pression militaire formidable des États-Unis. On a donc des chances. On est donc en droit d'espérer que ce cessez-le-feu-ci durera au moins quelque temps. Donc on est en droit de penser que, provisoirement en tout cas, M. Reagan a marqué un point dans cette espèce de match horrible qui l'opposait au Kremlin par Libanais, par Druzes et par Syriens interposés. C'est donc un cessez-le-feu syro-américain, les Français dans tout cela. Eh bien, les Français, leur position est un peu à part, puisqu'ils ont tiré, les Français, l'aviation française a tiré, mais c'était, on l'a très très vivement précisé à Paris, pour un cas de légitime défense. On a répondu. Cela dit, dans la mesure où, objectivement, les avions français ont tiré sur les mêmes cibles que les Américains, nous étions un petit peu liés, c'est-à-dire que si les Américains allaient à un échec, eh bien, les Français couraient le risque d'être impliqués dans cette espèce de réprobation qui était en train de les frapper. Et si les choses évoluent favorablement, eh bien, au contraire, les Français ont des chances de bénéficier du capital, disons, de plus politique qui semble ce soir imparti à M. Reagan. Il faut tout de même noter que les Américains n'ont cessé de renforcer leur présence militaire sur le terrain, alors même que les négociations se poursuivaient. Dernier maillon de leur système militaire, l'arrivée, la nuit dernière, du cuirassé New Jersey. C'est le plus puissant navire de guerre américain en service à ce jour. Et son mouillage au large de Beyrouth a probablement pesé dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu. Il rappelait en effet la détermination de l'état-major américain à défendre ses soldats. Les Américains n'ont pas lésiné, ils n'ont pas joué les demi-mesures, c'est le bâtiment considéré comme le plus moderne de la flotte des USA qui est à présent ancré en rade de Beyrouth. À lui tout seul, il ne compte pas moins de 29 pièces d'artillerie, ses plus gros canons d'une portée de 35 km tirent des obus d'une tonne. Il est aussi équipé de 32 missiles de croisière d'un rayon d'action de 2400 km et de 16 engins autoguidés qui peuvent frapper une cible à 100 km. S'il y avait un doute, cet arsenal flottant indique à l'évidence que les États-Unis sont bien décidés à poursuivre leur mission.
Renforcement aussi du contingent américain, les fameux Marines. 400 nouveaux Marines sont en effet arrivés à Beyrouth, ce qui porte à 1600 les effectifs du contingent américain de la force d'interposition. Un renforcement qui intervient alors même qu'une vive opposition se développe en Amérique quant à la présence au Liban des soldats américains. Le mouvement touche aussi bien les milieux politiques que l'opinion publique américaine. À l'origine, il y a les hésitations et les revirements de la Maison-Blanche qui ont donné l'impression aux Américains que Ronald Reagan s'était laissé engager un peu contre son gré dans le guêpier libanais, avec en toile de fond le souvenir toujours extrêmement vif des premiers jours d'un conflit qui avait donné naissance à ce qui allait devenir la guerre du Vietnam. De Washington, notre correspondant. C'était il y a quelques jours lorsque l'Amérique enterrait son 4e Marines mort à Beyrouth, Randy Clark, 19 ans, et que le président téléphonait à son père. A 19-year-old boy that is a kind of, to me right now, is an awful waste of 19 years of a boy's life. Dans ce petit village du Wisconsin, il n'y avait pas ce jour-là un seul habitant qui ne se soit senti concerné, et bien entendu, en se posant les mêmes questions. Les gens commencent à se demander pourquoi faisons-nous cela. Les gens y pensent en pensant au Vietnam. Est-ce qu'on est de nouveau en 63 plutôt qu'en 83? Plus terrible encore, c'est quelques mots prononcés devant la dépouille du jeune Clark par le pasteur. Nous doutons de notre président. Avec la famille Clark, nous demandons pourquoi sommes-nous là-bas. Quelques jours avant sa mort, après 5 nuits de bombardement, Randy Clark avait écrit à ses parents « J'en ai encore plein la tête et ça ne tourne pas rond. » Et à propos de la mort des 2 premiers Marines, j'ai essayé d'oublier, mais c'est un cauchemar quand on ferme les yeux. Understand what he was doing there. I don't understand, and I think about 75% of our nation don't understand what in the world we are doing over there. And why we are there. Fire! Douleur bien compréhensible et qui amène peut-être un peu d'exagération dans les propos de ce père. En fait, les Américains sont déchirés entre 2 sentiments. Celui qui fait qu'on accepte parfaitement que 1200 Marines soient aujourd'hui au Liban pour défendre une certaine idée, mais aussi avec l'angoisse de revivre cette terrible expérience d'il y a 20 ans, celle du Vietnam. Un nom que pas un Américain n'arrive à oublier. À tel point qu'avant-hier, ici au Capitole, devant une commission des affaires étrangères où le secrétaire d'État Schultz était en train de témoigner, on a entendu le commandant du corps des Marines faire cet extraordinaire lapsus. The mission, the role of the Marines, Mr. Broomfield, who went into Vietnam, into Lebanon, a Freudian slip, 1 year ago has not changed. That mission is a presence mission, and it is a peacekeeping mission, and has remained a peacekeeping mission. En Irlande du Nord, une vingtaine de détenus se sont évadés cet après-midi de la fameuse prison de Maze, près de Belfast. C'est là que sont emprisonnés la plupart des condamnés irlandais pour terrorisme. On ignore pour l'instant si les évadés étaient détenus républicains, c'est-à-dire catholiques, ou loyalistes, autrement dit protestants. Au Soudan, le président Nimeri a ordonné la libération de tous les prisonniers, une amnistie qui a été décidée par le chef de l'État pour fêter l'introduction de nouvelles lois islamiques dans le pays. Des lois qui prennent parfois une allure un peu particulière, comme ici, où le président soudanais dirige une opération de journée sèche. En clair, cela veut dire que tous les stocks d'alcool recensés au Soudan ont été détruits et l'on n'a pas hésité, comme vous le voyez, à utiliser pour cela les grands moyens. En France, M. Gaston Defferre a reçu cet après-midi les élus corses, une réunion qui intervient alors que la situation demeure toujours très tendue dans l'île, après la revendication par le FLNC de l'assassinat de Pierre-Jean Massimi. Gaston Defferre a répété que le gouvernement n'avait rien à voir dans la mort de M. Massimi. Je voudrais sur un point déclarer de la façon la plus solennelle, la plus formelle, que véritablement, je ne comprends pas que la rumeur qui a couru à propos de mon collègue et ami, M. Joseph Franceschi,
une histoire abracadabrante de transport de fonds. Vous voyez un ministre se baladant avec un sac ou une valise contenant 100 millions de centimes. Il faut qu'il soit mis un terme à cette rumeur absurde que personne de sérieux ne peut croire, pas plus qu'on ne peut croire les bruits fantaisistes qui ont couru au sujet de la destination ou de l'emploi de ce prétendu million. Je ne peux pas arriver à prendre cela au sérieux et je pense que personne d'honnête, de sincère, ne peut le prendre au sérieux. La catastrophe de Seveso, 7 ans après, le tribunal vient de rendre une sentence exceptionnelle puisque les dirigeants de la société ICMESA et de la société Givaudan, tenus tous deux pour responsables de la catastrophe, ont été condamnés de 2 ans à 5 ans de prison. Des peines sans précédent dans les annales de la justice italienne pour de tels procès. De Rome, Victor Vramo. 7 ans, 2 mois et 13 jours exactement ont passé depuis la catastrophe de Seveso. Le tribunal de Monza a délibéré pendant 30 heures avant de prononcer le verdict. Les avocats de la défense ont trouvé que ce verdict était particulièrement sévère. Et pourtant, il y a eu des remises de peine, ce qui fait que les peines prononcées par le tribunal sont ou bien fortement réduites ou bien carrément annulées. D'ailleurs, ceux qui ont été condamnés n'étaient même pas là, à Monza, pour entendre le verdict. Donc, le tribunal a décidé que les accusés n'avaient pas pris des mesures de sécurité nécessaires pour éviter un accident. Mais ils n'ont pas été tenus entièrement responsables du désastre écologique. Il y avait 62 demandes de dommages et intérêts, 25 d'entre elles ont été retenues. On peut donc parler d'un verdict mi-figue, mi-raisin, plus symbolique que réel, d'autant que les accusés n'étaient même pas là et que finalement on a condamné des techniciens et non pas le principe qu'une multinationale peut fabriquer de la dioxine n'importe où et n'importe comment. Les dirigeants de Hoffmann-La Roche n'ont perdu que de l'argent dans cette affaire et peut-être un peu de prestige. C'est donc Nelson Piquet qui a franchi le premier cet après-midi la ligne d'arrivée du Grand Prix automobile de Brands Hatch en Angleterre. Il devançait Alain Prost de quelques secondes seulement. Prost qui conserve quand même la tête du championnat du monde des conducteurs, mais avec 2 petits points d'avance seulement sur Piquet. Arnoux et Tambay, qui jouaient leur va-tout aujourd'hui sur le circuit britannique, sont les 2 grands perdants de cette course. Tout de suite, les détails de la course avec Jean Mamère. Un départ impressionnant, dominé par Riccardo Patrese qui souffle au départ la première place à De Angelis. Derrière, les 2 Ferrari semblent figés sur la ligne, les 2 Renault sont bien partis. Dans les premiers virages, l'ordre est Patrese, suivi de De Angelis, Mansell, Piquet, Cheever, Prost, Arnoux et enfin Tambay. Eddie Cheever qui doit quitter Renault en fin de saison effectue un très bon début de course. Les 2 Renault d'ailleurs ont pris un bon départ. Cheever devance Prost, mais ils sont précédés par Nelson Piquet. Alors que Prost est en train d'essayer de doubler Patrese, Piquet, lui, est parti loin devant. Il possède déjà 10 secondes d'avance. Arnoux à la lutte pour la 3e place fait un tête-à-queue et s'élimine dans la course pour le titre de champion du monde. Après les ennuis de De Angelis et Patrese, Piquet et Prost sont dans l'ordre au commandement de ce Grand Prix. Les ravitaillements vont commencer. Prost d'abord, un ravitaillement sans problème. Puis c'est au tour de Mansell, qui bat pour l'occasion le record absolu, 9 secondes 82. Et enfin Piquet, mais là, on a frôlé la catastrophe. Cheever, pour une histoire de visière, perd 2 points au championnat du monde. Devant, Piquet a désormais 6 secondes d'avance sur Prost, puis 11 et enfin 14. Prost le poursuit, mais le classement semble acquis. Tambay, avec cette sortie de route, perd toutes ses chances au championnat du monde. Mais il perd aussi, sans doute, sa place chez Ferrari. Mansell remporte la 3e place de ce Grand Prix. Prost sait alors que la 2e place ne peut plus lui échapper, mais surtout qu'il reste en tête du championnat du monde. Son plus sérieux adversaire est désormais Nelson Piquet, le grand vainqueur du jour. Les 2 amis s'expliqueront à qui à la. Je pense que j'étais pas vraiment en mesure de pouvoir gagner cette course aujourd'hui. Nelson était très fort et je crois qu'il essayait surtout de contenir, de maintenir l'écart avec moi. Et même dans les derniers mètres, j'ai essayé de le pousser un petit peu au cas où il aurait des problèmes mécaniques, mais je pense pas. Je me suis jamais fait beaucoup d'illusions, malheureusement, car je savais que s'il abandonnait, j'étais champion du monde aujourd'hui. Mais c'est la course et je crois que c'est un tel final, tellement beau que je crois qu'on peut pas en vouloir au sort.
Il y avait un tiercé cet après-midi dans le prix Omnium. Pour gagner, vous deviez jouer le 5, le 16 et le 10. Ce qui vous rapporte dans l'ordre 31 151 francs et 50 centimes pour 5 francs et 4 185 francs dans un ordre différent et toujours pour 5 francs. Après Jésus Superstar, le Christ est de retour sur les scènes parisiennes avec la pièce de Robert Hossein, Un homme nommé Jésus. Plus de 100 comédiens, 350 costumes, près d'1 millier de projecteurs, c'est vraiment ce que l'on appelle un grand spectacle. Mise en scène Robert Hossein, adaptation Alain Decaux sur un scénario signé par les apôtres Jean, Matthieu, Marc et Luc et le reportage de France Roche. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant. Jésus est crucifié tous les soirs devant 4000 spectateurs au Palais des Sports avec des nains, une danseuse, des apôtres en jean et cuir et une partition musicale où Robert Hossein a intégré entre deux requiems une musique tzigane du fin fond des forêts russes. Et tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Dans ces contrées d'où viennent tout ce folklore, la nuit, quand il y a des froids d'hiver ou le vent et tout, il doit y avoir des espèces de communion comme avec le sable, des déserts ou comme ailleurs, des choses absolument... vous savez, c'est le désert des Tartares, c'est la ligne où on croit voir toujours, on attend quelque chose et à partir de mon âge, on commence à croire qu'il nous a semblé qu'on voit quelque chose. Deux Christ jouent en alternance, un blond de tradition occidentale, Philippe Carrois, et un brun, Jean-Claude Broche, Christ byzantin, monté de Nîmes en autostop. Ils se sentaient tous deux destinés au rôle et sont déjà marqués par lui. Je pense qu'un enfant de sexe masculin vivant en France pense souvent à ce personnage-là, qui est plus qu'un personnage, plus qu'une légende, qui nous dépasse de beaucoup. Oh bah, pas nécessairement, il peut avoir envie de jouer Napoléon. Oui, mais enfin, étant issu, comme Philippe Carrois, l'autre acteur qui joue le rôle, d'une famille très croyante, je pense qu'on est nourri dans ce bain et que d'une certaine façon, le Christ pour nous c'est quelque chose de à la fois très fort et très quotidien, qui fait partie intégrante de notre vie. Ce que j'appréhende un peu, c'est ce qui peut se passer avec d'éventuels spectateurs qui ne verraient en nous que le Christ et pas un comédien, qui nous attendraient à la sortie du théâtre, qui chercheraient à nous rencontrer, qui s'adresseraient à nous non pas en tant que comédiens qui ont interprété le rôle du Christ, mais en tant que Christ. Et ça, je sais que ça va arriver puisque ça s'est même déjà produit. Je sais que les comédiens qui ont interprété le Christ dans d'autres spectacles, comme justement Jésus-Christ Superstar ou même d'autres, ont eu affaire à ce genre de problème. Robert Hossein a voulu plonger le message évangélique dans le quotidien. Au moment de la distribution des pains, le public est invité à partager le cadeau du Christ. Et sous le Golgotha s'ouvre une bouche de métro, d'où sortent, vêtus comme aujourd'hui, les personnages du Nouveau Testament qui se fondent dans le public. Moi, je suis croyant et je crois en Dieu, donc je le crois fils de Dieu. Mais pour ceux qui ne le croient pas et qui croient simplement que c'est un homme, c'est un exemple prodigieux comme celui de Gandhi, comme celui de quelques autres. Et les évangiles sont une chose absolument extraordinaire. Eh bien oui, on transmet quelque chose, on rend hommage à quelque chose pour que dans ce monde, sans absolument aucune espérance, on puisse enfin pousser un cri d'espoir complètement désespéré quand même, faut le dire. Voilà, et du Palais des Sports, nous passons sans transition au Palais du Luxembourg pour retrouver Claude Sérillon qui m'entend peut-être maintenant. Claude Sérillon. Oui, très rapidement Bernard, le programme de cette soirée sénatoriale qui commencera à 21h35 environ. Pour cette soirée, deux débats qui se dérouleront dans l'hémicycle. Un premier débat avec les 6 présidents des différents groupes représentés dans cette assemblée, dans cette haute assemblée. Et puis un deuxième débat avec 4 responsables des principaux partis nationaux, messieurs Le Calmet pour l'UDF, Ponce pour le RPR, Jean Garcia pour le Parti communiste et Jean Pepren pour le Parti socialiste. Voilà le programme de cette soirée spéciale élection sur Antenne 2 à partir de 21h35.
Et à la météo maintenant avec Brigitte Simonetta. Le programme pour demain, c'est du beau temps. Il a fait beau aujourd'hui, il fera beau demain. C'est l'ivresse météorologique grâce à l'anticyclone qui est et reste généreux. Regardez la photo satellite. L'anticyclone est donc centré sur la France. Il n'empêche que les nuages passent, mais ils perdent beaucoup de leur agressivité. Tout cela nous donne sur la carte de demain du beau temps partout. Il faudra attendre l'après-midi car le brouillard sera dense au sud et les nuages nombreux au nord du pays. Enfin, attention pour cette nuit, avis de coup de vent force 8, secteur est-nord-est sur le golfe de Gênes et la Corse. Le thermomètre baisse très légèrement, minimum 22 degrés sur le nord-ouest et l'est et maximum 27 degrés à Biarritz. Demain, nous serons le lundi 26 septembre. Le soleil se lèvera à 6h43, il se couchera à 18h40 et comme c'est un jour faste, nous fêterons en même temps les Cômes et les Damiens. Dernier journal à 23h10 avec Hervé Claude. Demain 12h45, antenne de midi. Et 20h, vous retrouvez Christine O'Krent. Bonsoir.